Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence cet hebdo avec cette série noire qui frappe actuellement la Vendée. En seulement 10 jours, 5 accidents mortels ont eu lieu sur les routes vendéennes, à Sévremont, Mouchamps ou encore Luçon. Conséquence des opérations ciblées sur les comportements liés notamment à la vitesse se multiplient comme c'était le cas à Belvigny ce mercredi. Résultat, des pointes de vitesse à plus de 150 km/h et une route limitée à 90, donc des conducteurs mis à pied. Reportage signé Élise Blanchard. Immobilisation de véhicules et suspension de permis de conduire. Sur la D763, les gendarmes poursuivent sans relâche leur contrôle routier en Vendée. Alors aujourd'hui, 11 gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière sont mobilisés pour contrôler les automobilistes qui seraient en excès de vitesse. Cette opération que l'on réitère très régulièrement au cours de l'année est plus particulièrement marquée aujourd'hui puisque depuis plus d'une semaine, environ 10 jours, nous comptabilisons plus de 5 accidents mortels. Ces accidents sont souvent liés à une consommation d'alcool ou de stupéfiants, à une vitesse excessive ou encore à des distractions comme l'utilisation du téléphone au volant. L'opération a commencé il y a 45 minutes. Nous sommes déjà à 19 contrôles vitesse excessive, donc entre 90 et 110 km/h. Et nous sommes également à 4 immobilisations, donc des conducteurs qui sont au-delà de 130 km/h et dont la vitesse la plus importante est quand même de 145 km/h. C'est vraiment une vitesse très importante sur une portion, je le rappelle, limitée à 90 km/h. Des morts, des blessés, des vies bouleversées, le préfet de la Vendée dresse un bilan alarmant de la sécurité routière dans le département. Depuis le début de l'année, on a un nombre de tués qui est inférieur à celui des années précédentes. On est à 32 tués au moment où je vous parle, contre 44 l'année dernière. Donc on peut dire c'est bien, mais on a quand même plus 20% d'accidents et plus 36% de blessés graves. Et en fait, on a constaté que malheureusement, il y a beaucoup d'excès de vitesse et de gros excès de vitesse. Je viens à peine d'arriver, il y a déjà 2 rétentions de permis. Voilà, donc ça montre qu'on ne conduit pas normalement dans le département de la Vendée. Tout au long de l'année, le département de la Vendée multiplie ses campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, en particulier auprès des plus jeunes dans les écoles. Zoom sur une fabrication 100% vendéenne. Il s'agit du radiateur Sibayak, produit par le groupe Atlantique en Vendée, un appareil fabriqué et assemblé à 100% à La Roche-sur-Yon sur un site de production qui emploie près de 1000 personnes. Un véritable best-seller de la marque Sauter, la marque commerciale du groupe vendéen Atlantique. L'entreprise vient de développer le Sibayak 2, la nouvelle génération de ce produit. Un nouveau type de radiateur qui pourrait permettre de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie par an, grâce notamment à son système de commande à distance. Pour le site qui compte 1000 personnes, on a 3 activités principales. Une activité de conception et de fabrication d'appareils de chauffage électrique, une unité de conception et de fabrication de chauffe-eau, et puis on a la chance sur le site de La Roche-sur-Yon d'avoir une unité de conception et de fabrication de cartes électroniques également, qui vient s'intégrer dans le fameux Sibayak. Alors effectivement, on a la chance sur le site de disposer d'un service d'assistance technique client. Pour nos clients de la marque Sauter, on reçoit à peu près 500 appels par jour, qu'on traite bien évidemment, et on les traite d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue technique, en avant-vente, mais aussi en après-vente. Du 20 au 24 octobre prochain, l'opération Visiter nos entreprises est de retour au pays de Saint-Fulgent-les-Essarts pour une 16e édition. Cette année, 20 entreprises vont permettre au public de découvrir leur quotidien, présenter leur savoir-faire et même des professions parfois insoupçonnées. À l'occasion de la présentation de cette 16e édition, une visite guidée était organisée dans les locaux des transports Chabat, entreprise spécialisée dans le transport frigorifique entre la Bretagne, la Vendée et la Côte d'Azur. Faire découvrir l'économie. L'économie, c'est pas toujours un patron, des directeurs, des salariés qui travaillent et puis voilà, qui travaillent 8 heures par jour et qui embauchent, qui débauchent, qui ont un salaire à la fin du mois. C'est de faire découvrir aussi avec quelle envie des salariés, avec quel objectif, quelle passion les chefs d'entreprise sont présents sur nos territoires et ont à cœur
de présenter leur entreprise, de présenter leur savoir-faire et d'accueillir de nouvelles personnes au sein de leurs équipes. Ça nous permet de nous faire connaître auprès des organisations, d'autres entreprises, de continuer à marquer notre présence par rapport aux engagements que peut avoir l'entreprise. Alors nous ici, on a vraiment un taux de chômage qui est très bas. Donc effectivement, lorsqu'on cherche à recruter, on trouve très peu de candidats. Donc voilà, la formation aide aussi à recruter des jeunes candidats, d'avoir une paramétrage dans l'entreprise qui permet d'avoir les anciens. On n'a pas beaucoup de départs chez Chabas, donc effectivement ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant entre nos jeunes et nos anciens. Prenons le chemin de Fontenay-le-Comte, où le patrimoine s'est récemment paré de fleurs grâce aux élèves de la MFR de la Louisière aux Herbiers. En 4e année de formation pour devenir fleuriste, les jeunes apprentis avaient pour mission de décorer 3 sites emblématiques de la ville. Un partenariat né en 2024 qui permet aux élèves de travailler leur créativité tout en développant leur culture patrimoniale. Des créations que vous propose de découvrir Anaïs Escalona. À l'écoute de leur monitrice, le petit groupe d'une dizaine de fleuristes en herbe a pour mission de redécorer l'un des écrins de la ville de Fontenay-le-Comte, la salle des mariages de l'hôtel de ville. L'objectif, c'est vraiment d'embellir cette salle qui est déjà extraordinaire, de montrer le savoir-faire de nos jeunes apprentis et de mettre en valeur cette pièce qui est vraiment très jolie. Et si le travail se concrétise une fois le sécateur en main, c'est bien un défi de longue haleine que relèvent ces jeunes apprentis. Alors pour travailler sur ce genre de gros décors-là, c'est du travail d'équipe d'abord, donc il faut énormément de communication. On a travaillé avec elle déjà en amont pour toute la préparation des structures, aller glaner, donc aller chercher du feuillage dans la nature pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment, avoir un résultat très naturel. Et après, il faut évidemment donc, toute la sensibilité qu'elles ont pour vraiment apporter cette petite touche importante pour avoir une belle composition florale. Une composition qui demande même parfois de faire preuve d'un peu d'agilité. C'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai pas une vision d'ensemble. Moi, j'ai vraiment la tête au-dessus et du coup, j'ai besoin des filles pour me dire si c'est régulier ce que je fais. Et comparé à un bouquet, bah oui, là, on doit descendre, monter, c'est un peu compliqué. C'est un très beau projet en tout cas. On est assez contents. Oui. Et puis ça change de ce qu'on fait habituellement. C'est une opportunité qu'on n'a pas souvent. Enfin, on va pas fleurir des lustres tous les jours, ni des grands devants de radiateurs. Donc non, franchement, c'est cool. Et hormis l'hôtel de ville, 2 autres lieux ont ainsi été fleuris à Fontenay-le-Comte. C'est le cas de l'escalier principal de l'hôtel particulier L'Espinet de Beaumont et de l'extérieur de la Sénéchaussée. En fait, ici, on a travaillé volontairement des choses très colorées parce que le bâtiment lui-même est assez neutre. Inversement, dans la salle de la mairie, on s'est plus adapté aux couleurs de la salle en elle-même. Et puis dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de l'Espinet de Beaumont, on est parti sur quelque chose de coloré aussi, mais moins quand même, uniquement parce que c'est un lieu qui est plutôt ombré. Prochain voyage floral pour ces futurs fleuristes, les bords du Cher et le château de Chenonceau en Touraine. À Saint-Prouan, l'EHPAD Les Érables entame une profonde transformation. Un chantier lancé en juin 2024 dont la fin est prévue en mai 2027, porté par le Centre intercommunal d'action sociale. Objectif de ce projet, mieux répondre aux besoins des résidents, souvent en perte d'autonomie, tout en améliorant les conditions de travail des équipes. La première phase des travaux a débuté. La seconde, elle, vient tout juste de débuter, avec notamment l'agrandissement de la salle à manger. Ces travaux se font en 2 phases. Une première phase qui est plutôt consacrée à l'extérieur avec la mise en place d'une chaudière bois. Et c'est aussi une première sur notre territoire. À la fois cette construction de cette chaudière bois, mais cette création d'une filière d'approvisionnement avec des exploitants de notre territoire. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis en plus, aujourd'hui, on va inaugurer aussi notre espace d'accueil de jour, puisqu'il a complètement été revu, corrigé, réhabilité pour qu'on puisse avoir un accueil beaucoup plus pertinent. Aujourd'hui, on fait ces travaux parce que les personnes sont de plus en plus dépendantes. Donc, il faut qu'on puisse accéder, par exemple, à la salle à manger de façon facile. Et le personnel doit aussi pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Depuis 3 ou 4 jours, nous avons attaqué la phase 2 des travaux, qui est une phase beaucoup plus impactante pour les résidents, pour le personnel. C'est-à-dire, ça va être la phase intérieure, avec la création de 2 chambres, avec la revue complète de la distribution, avec les soins infirmiers, l'accueil, et surtout tout ce qui est salle à manger et cuisine.
Je vous propose désormais de découvrir le quotidien d'un métier de l'ombre qui joue pourtant un rôle essentiel dans l'éducation des élèves en situation de handicap, troubles de l'attention, dyslexie, dysorthographie ou handicap moteur. Certains élèves en situation de handicap suivent un cursus scolaire classique grâce à l'accompagnement des AESH qui ont pour mission de favoriser leur autonomie. C'est le cas par exemple de Carole et Karine qui interviennent chaque semaine à l'école Saint-André de la Tardière où elles suivent plusieurs élèves. Louise Viadger les a suivis le temps d'une matinée dans leur quotidien. Je suis la personne qui va aider au moment où il faut. C'est important pour moi d'aider les autres en fait. Ça a du sens, ça fait sens. Karine et Carole sont AESH dans la même école. Carole est ici à temps plein. Elle accompagne Angel, 9 ans, atteint d'un déficit visuel. Je l'aidais là sur l'ordinateur pour la dictée. Je vérifie que voilà, il suit bien l'ordre des mots et que je lui rappelle qu'il faut se relire. Voilà. Ça, c'est déjà un travail qui est adapté sur l'ordinateur avec une police spécifique et puis une taille d'écriture qui est quand même plus grosse. D'où aussi le fait qu'il soit au fond de la classe pour pas que les autres élèves voient en fait ce qu'il écrit, quoi, pas qu'il copie. Même mission pour Karine dans ce cours d'orthographe. Troubles de l'attention, dyslexie ou handicap moteur, elle doit s'adapter aux problématiques de chaque enfant. On va dire que les enfants, ils sont tous différents, ils ont tous en fait leurs problématiques et juste à mettre des mots rassurants, à les accompagner, les soutenir en fait au quotidien, voilà, tout le monde y arrive. C'est juste, il leur faut le petit coup de pouce. 20 AESH accompagnent 45 élèves dans des écoles privées du secteur Pouzauges-La Chatagneraie. Un quart de ces AESH sont à temps partiel comme Karine. Un métier, une vocation qui n'est pas le fruit du hasard. J'ai aussi mon métier d'avant où j'étais éducatrice spécialisée. Il faut aussi savoir que moi-même j'ai un enfant qui est dyslexique, dysorthographique et qui a de la dysproprioception. Et j'ai voulu en fait faire ce métier d'accompagnement parce que en fait, je voulais mieux comprendre aussi mon fils qui était aussi en difficulté. Karine intervient dans une autre école et elle cumule 2 emplois à côté de ce travail. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 93% des AESH sont des femmes. Elles gagnent en moyenne 950 € par mois. Présentée officiellement ce lundi 22 septembre, la Maison Sport Santé du pays de Chantonnay résulte d'un partenariat entre la communauté de communes et le comité départemental olympique et sportif. Son objectif, accompagner chacun dans la reprise d'une activité physique ou sportive. Une maison sport santé, c'est-à-dire vous venez, vous prenez rendez-vous, notamment effectivement c'est le lundi matin à Chantonnay, et vous venez, vous avez un bilan, vous avez d'abord une évaluation, on va voir un peu quelles sont vos problématiques, et du coup on va faire avec vous pendant à peu près 15 séances des remises en forme, voilà, pour pouvoir diriger la personne vers telle ou telle association qui pourrait correspondre à ses besoins et ses envies. Il y a 2 sortes de patientèle pour les maisons sport santé. Les gens qui ont envie de se remettre à la pratique d'activité physique et sportive, mais il y a aussi ceux qui sont atteints de pathologies et qui peuvent venir avec une ordonnance médicale pour voir quelles activités physiques ils pourraient faire dans le cadre de l'amélioration de leur santé. On termine cet hebdo avec un mot de sport. 4 mois après l'accueil des championnats de France de cyclisme, la ville des Herbiers va à nouveau vibrer au rythme de la Petite Reine avec le chrono des nations. La prochaine édition est prévue le 19 octobre prochain. Comme chaque année, la course sera accompagnée par la foire du chrono du 17 au 20 octobre avec près de 200 exposants et de nombreuses animations au programme. Côté plateau sportif, plusieurs noms comme ceux de Maëva Skiban, vainqueur de 2 étapes du Tour de France, ont été annoncés côté plateau féminin et un régional de l'étape du Team Total Energy, Émilien Janer, a également été annoncé. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions et reportages sur le site tvvendée.fr. Vous avez rendez-vous avec le retour de l'actualité vendéenne dès 7h lundi dans la matinale que j'aurai le plaisir de présenter. D'ici là, passez une excellente fin de semaine sur TV Vendée.